Bonsoir et bienvenue à la conférence de ce FLIP 2017, présentée par le Centre national du jeu et le festival. Donc, ce soir, nous allons parler du jeu comme outil professionnel de médiation. Comme vous avez pu le voir, on vous a demandé de remplir un petit questionnaire à l'accueil. Donc, vous allez voir qu'en fait, ça va être une conférence qui va être assez interactive, où on va vous proposer de donner du contenu à cette conférence. Moi, je suis Alexia Munoz, je suis chargée de communication et de développement au Centre national du jeu. Je vais laisser les deux intervenants de cette soirée se présenter rapidement, et après, on va commencer un petit peu à travailler avec ce que vous nous avez laissé comme matière. Donc, bonsoir, je suis Marie Guillet, je suis formatrice, je fais partie de l'organisation du festival, en particulier sur la formation sur le village enfance et sur le volet senior. Voilà, j'ai différentes casquettes, mais en l'occurrence ce soir, ici, je suis formatrice, médiatrice à travers le jeu. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi c'est Cédric Bouchet, je viens du monde de l'entreprise, je travaille au sein d'un organisme de formation et donc mon métier c'est de concevoir de la pédagogie à travers des mécanismes ludiques. Comme vous l'avez vu, le sujet est extrêmement vaste et à partir d'une définition ou d'un intitulé, qui est celui de la conférence ou la table ronde de ce soir, il convenait de définir un cadre un peu plus précis. Et donc ce cadre va se faire à travers les questions que vous avez rédigées à partir de quelques mots-clés qu'on vous a distribués. Alors sachez que ces mots-clés, ce sont les mots qui nous ont été donnés par des festivaliers qu'on a croisés sur le stand réel, et qu'on a interpellé entre deux parties ou deux tours de jeu en leur donnant juste l'intitulé de la conférence. Avant, on va vous donner quelques éléments de contexte. Donc moi, dans mon environnement professionnel, je suis amené à rencontrer des responsables de formation, des gens qui gèrent les compétences dans les entreprises et qui, aujourd'hui, cherchent des modalités pour accompagner des changements dans leurs organisations. Alors ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, ça peut être des institutions. Et depuis quelques années, nos interlocuteurs ont acquis une conviction, c'est que utiliser le jeu, c'était un levier formidable pour justement faciliter ces changements chez leurs collaborateurs. Une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Parce que, bien évidemment, quand on leur demande de creuser, ils sont incapables de nous expliquer quel type de mécanisme utiliser, et ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette démarche et cette méthodologie qui a été très bien structurée, t'en parlera Marie, par rapport à des ludothécaires et des méthodes qui permettent de classifier les mécanismes ou les moteurs ludiques. Donc nous, notre problématique, c'est effectivement de comprendre ce qu'ils veulent et de voir quel niveau de gamification, si je veux employer ce terme-là, de choses qui sont extrêmement basiques, prendre des quiz et les relooker pour les rendre un peu plus fun qu'un simple QCM qu'on a tous croisé dans notre cursus scolaire, jusqu'à imaginer et produire des jeux de formation ou des jeux maintenant sur des plateformes digitales extrêmement complexes. Voilà, donc moi je vais utiliser des exemples toute la soirée à partir de vos questions pour vous montrer comment dans le monde de l'entreprise on le fait, avec une autre composante qui pour nous est très spécifique, c'est que bien évidemment comme ce sont des prestations que les institutions ou les entreprises achètent, elles nous demandent tout de suite comment on peut prouver que ça marche. Et donc comment est-ce qu'en matière d'évaluation de nos dispositifs ludopédagogiques, ils vont pouvoir eux après remonter auprès de la direction et justifier qu'on va dépenser de l'argent pour faire jouer des salariés au lieu de les faire travailler. Donc voilà la grande problématique à laquelle nous sommes confrontés. Alors moi, je ne suis pas du monde de l'entreprise. J'agis sur des milieux plutôt de l'ordre de l'humain. Donc je travaille auprès de personnes qui sont touchées par des maladies neurologiques,
type Alzheimer. Je travaille auprès de personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle. Tout d'abord sociale et ensuite on va vers le professionnel. Je travaille auprès de personnes qui agissent auprès d'enfants, qui agissent auprès de jeunes ados qui sont suivis par la PJJ. C'est la PJJ, c'est protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est des jeunes qui sont sortis de leurs milieux familiaux, qui sont suivis par des éducateurs, bien souvent dans des centres. J'agis auprès de personnes âgées lambda. Lambda, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de problèmes cognitifs. Je travaille aussi auprès de personnes qui, dans le cadre de formation, auprès de personnes qui sont dans les services sociaux ou dans les services à domicile auprès des personnes âgées ou de l'enfance. Voilà, je résume un petit peu. Cédric a touché un tout petit mot sur la classification. J'ai aussi une formation de ludothécaire. Je ne suis plus en structure actuellement, mais je travaille toujours dans tous les cadres dans lesquels je suis avec le jeu comme cœur de métier, puisque c'est ce qui me sert de lien et de médiation entre les différents publics avec lesquels je travaille. Voilà. Donc là, au niveau du repérage de résultats, on est dans un monde différent que celui de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de résultats vraiment vérifiables quantitativement. Par contre, on travaille sur le long terme, à contrario de ce que Cédric fait, où c'est des temps courts, des temps demandés, des commandes. Là, on est plutôt sur des temps très longs parfois, voire des années, pour pouvoir voir des résultats sur l'insertion ou sur l'évolution de la personne, ou sur la fin de vie, mais plus en douceur, en complément en coopération avec la famille ou les aidants qui entourent ces personnes. Voilà. Donc, malgré toutes ces différences, finalement, on utilise les mêmes outils, presque de la même manière, et dans des contextes différents. Donc en ludothèque, on a ce qu'on appelle une classification, comme en bibliothèque. Vous savez, quand vous allez en bibliothèque, derrière la reliure, derrière la tranche du livre, vous avez des codes, des chiffres et des lettres. C'est pas le jeu, mais presque. Et en ludothèque, on a également une classification qu'on appelle ESAR, qui permet en fait de décortiquer un jeu pour pouvoir le conseiller, l'adapter, l'utiliser en fonction de l'objectif qu'on va se créer ou l'objectif qu'on a repéré auprès des personnes avec qui on travaille. Donc ESAR, ça veut dire, alors j'ai toujours mon petit pense-bête parce que je suis un peu, comme je travaille auprès de Café Mémoire, je pense que c'est un peu contagieux de temps en temps. Donc j'ai toujours mon petit pense-bête avec moi. ESAR, c'est 4 lettres. Cette classification est basée sur la pédagogie de Jean Piaget, qui est une pédagogie dite j'arrive jamais à le dire, constructiviste. Voilà, il faut que je le dise doucement, sinon je n'y arrive pas. Et qui en fait déroule les étapes de la vie d'une personne. Donc quand on est une personne, on joue. On joue dès la naissance, même avant, c'est-à-dire que dans le ventre de sa mère, on joue déjà. Et au fil de notre vie qui se déroule, on va jouer et on va se construire différemment. Donc quand on est dans la première phase de l'enfance, c'est-à-dire l'enfance, petite enfance, on est dans le stade 1 par rapport à ce que Jean Piaget a décrit, le stade sensorimoteur, où là on est plutôt dans le sensoriel et dans la découverte. Le stade 2, c'est le stade puéril, où on commence à jouer avec des jeux objets, avec des règles de jeu, où la consigne est transmise par les personnes encadrantes, les adultes ou les plus grands enfants. Le 3e stade, c'est le stade opérationnel concret, où là on est dans la règle de jeu, on a compris la consigne. La consigne n'a pas à être répétée, je peux prendre un jeu et me mettre à jouer, moi, et je peux transmettre la règle de jeu simple à un autre enfant, en tant qu'enfant. Et le 4e stade, c'est le stade opérationnel formel, où là, je suis capable d'utiliser toutes les règles, tous les bluffs, toutes les tricheries, parce que j'ai dépassé le stade d'acquérir et d'accepter la règle. Voilà. Et donc, ces différentes phases sont aussi des phases que l'on rencontre dans la vie. En fait, le jeu est une base essentielle à la vie, et la vie est une base essentielle au jeu, puisqu'on peut faire le même déroulé dans la vie et dans le jeu, puisque les mêmes règles sont nécessaires pour grandir dans un sens comme dans l'autre. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce que vous voulez que je précise des choses ? Alors, ça se retrouve très clairement dans des jeux de simulation ou des jeux de gestion.
où là on voit qu'on a des jeux qui viennent effectivement reproduire par analogie un environnement qui peut être rencontré dans la vraie vie. Et donc nous, typiquement, dans le monde de l'entreprise, on nous dit comment simplifier l'environnement de collaborateurs de manière à ce que, assis autour d'une table avec un matériel simple et en quelques dizaines de minutes, rarement plus d'1 heure, 1 heure et demie, on puisse multiplier des situations de jeu qui, ensuite, lorsqu'elles vont être débriefées par un animateur, par un manager, vis-à-vis des collaborateurs, vont permettre de faire ces transpositions. Et donc, on va pouvoir recréer des mécanismes de ressources, des mécanismes de calendrier, des mécanismes de process. Et donc, c'est toute cette richesse qu'apporte la conception, le game design, qui permet d'aller très rapidement, et même parfois de manière très caricaturale, dans des situations pour reproduire. Et donc, là où ça devient intéressant, et on entend maintenant parler du terme de ludopédagogie, c'est quand la formation s'empare de cette modalité-là, comme un titre qu'on pourrait faire du théâtre, on peut faire du chant, on peut faire de tout un tas d'autres modalités d'apprentissage, on va s'emparer de cette technique-là pour pouvoir servir un propos pédagogique. Ça veut dire que ce qui va présider à la conception du jeu, c'est l'objectif opérationnel en termes de changement. Donc nous, notre job, c'est de dire aujourd'hui, vos collaborateurs sont dans quelle situation ? Où est-ce que vous voulez les amener ? Par exemple, sur de la connaissance, de l'acquisition de connaissances. Et donc, on sait qu'on va être sur des jeux, dans ce cas-là, de mémorisation, de répétition, peut-être de classification ou d'ordonnancement. Ou bien est-ce qu'on est sur des jeux, par exemple, d'évolution dans ses comportements ou dans ses capacités, et on va probablement aller vers des mécanismes où il y aura du bluff, de la communication, du jeu de rôle, des mises en situation avec des rôles, des objectifs, et on va outiller ces éléments-là de manière à travailler sur la dimension comportementale. Donc c'est cette capacité à transposer. Et ensuite à la mettre en œuvre et à la faire vivre, sachant qu'il faut absolument qu'on ajoute un volet que nous on appelle dans le jargon d'atterrissage pédagogique pour que le formateur ou l'animateur dise « c'est bien, on a joué ». Mais ce n'était pas la finalité de cet acte de formation, c'était bien un moyen. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, en parallèle, dans le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire dans le milieu social, on a les mêmes techniques, les mêmes approches, avec un objectif différent. Par exemple, si je veux être auprès de personnes qui sont, si je travaille auprès de personnes qui sont, par exemple, les ados, qui sont suivis par la PJJ, donc ce sont des ados qui sont déconstruits, qui n'ont pas forcément eu les règles de vie qui ont été inculquées dès leur enfance, ou qui sont en perte de repères par rapport à la société et la vie familiale. Le jeu sert de reconstruction. Alors, se construire quand on est un enfant, il y a une phase importante dans la construction de l'enfant. C'est autour de 9 mois, 18 mois, 2 ans, où là, l'enfant est vraiment dans la phase de construction de sa personnalité. Je pense qu'on a tous en tête, quand on connaît des enfants, sur la période du nom. Voilà, et bien le nom, c'est la période de la construction de la personnalité, parce qu'ils sont en train de prendre conscience qu'ils sont une personne à part entière et qu'il leur appartient d'être dans la construction et dans l'opposition aux personnes qui les entourent pour pouvoir se construire, se créer leur personnalité. Et parfois, les enfants, les jeunes qui sont suivis par les éducateurs n'ont pas eu cette phase-là, c'est-à-dire n'ont pas été contrariés, n'ont pas été frustrés, puisque pour grandir et bien grandir, il faut avoir de la frustration. Et parfois, ces jeunes-là ne l'ont pas. Donc, à travers le jeu, quand on se remet autour d'une table et qu'on se met à jouer, eh bien, on y va, parce que de toute façon, quand on est mauvais perdant, on va apprendre à devenir un joueur avec ses caractéristiques diverses. Mais en tout cas, apprendre à échanger, à attendre son tour, à pas tout balancer quand on n'est pas content, à prendre le jeu, à le mettre en situation, à le ranger. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on peut faire le parallèle entre le jeu, la vie. C'est un exemple de passage de vie. Ensuite, si on est sur la phase où les enfants passent dans la période où ils apprennent à jouer la règle de jeu, parce qu'un enfant petit, jusque vers 3-4 ans, joue avec les autres, mais pas avec les autres en fait. Il est dans le même jeu, mais il joue
les uns à côté des autres et pas ensemble. Ils ne sont pas encore en capacité d'échanger ensemble. Donc ça vient après ça. Et ça vient parce que les adultes qui sont autour leur donnent des consignes, leur expliquent, sont avec eux, sont moteurs du jeu et sont des modèles. Donc on a un rôle aussi en tant qu'éducateur, quel que soit notre statut, qu'on soit parent, éducateur professionnel ou dans le monde de l'entreprise. On est aussi un miroir face aux personnes et on reprend un peu leur comportement pour les amener à se découvrir, à se dévoiler autrement. Quand on est en ludothèque, par exemple, quand on est en situation de ludothécaire, on observe plein de choses dans les comportements et on peut voir que le jeu va être un révélateur de personnalité quand on est en famille ou quand on est un enfant. Voilà. Donc il y a des parents qui arrivent avec leurs enfants et qui n'osent pas se mettre au jeu. On le constate aussi sur le festival, qui viennent en disant j'accompagne mais j'ai pas envie de jouer. On va en parler. C'est aussi le rôle aussi bien en entreprise qu'en situation sociale, quand je suis avec des personnes qui sont ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, les flingués de la vie, c'est-à-dire les gens qui ont eu soit un parcours très très difficile et qui les a amenés à être non sociabilisés ou en situation professionnelle de perte. Il faut aussi travailler autour de leur personnalité, de leur confiance en eux, parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas continuer à se construire et à avancer. Le jeu permet aussi ça. Il y a une question en fait qui a été posée qui est la suivante. Y a-t-il une résistance ou des freins avec certains publics ? Alors, moi je vais répondre, dans le monde de l'entreprise, c'est effectivement un des postulats. La première résistance, c'est celui du commanditaire qui fait le chèque à la fin et qui n'est pas du tout rassuré. Ensuite, on a des gens qui arrivent dans une salle de formation, ils ne comprennent pas pourquoi on les fait jouer, parce qu'effectivement, leur logiciel n'est pas réceptif à cette modalité-là dans ce contexte. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais en France, on a une perception du jeu qui est plutôt infantilisante, et dès qu'on est avec un public d'adultes, c'est compliqué, même si il y a une pandémie qui se répand et qu'on croise quand même de plus en plus de gens qui ont une sensibilité, voire qui sont des gamers. Après, on a une autre particularité qui est moins du domaine de la résistance, mais je profite pour finir de placer le contexte là-dessus, c'est que nous, les gens, on les fait jouer à un jeu qu'on a souvent créé pour l'occasion, et ils vont faire une partie dans leur vie, rarement deux. Donc il y a aussi ce mécanisme-là qui est très compliqué, c'est qu'il faut que dans ce dispositif-là, surtout quand on a justement des gens qui n'y croient pas, qui ne sont pas convaincus, qui ne comprennent pas pourquoi on a utilisé ça, leur expliquer la règle, les faire jouer pour que l'effet recherché soit produit et amener le résultat tout en sachant qu'on n'aura pas de seconde chance. Et donc, ça nous oblige souvent à aller prendre des mécanismes qui sont extrêmement simples, à scripter des parties de manière à ce que les règles arrivent les unes après les autres, voire on a même scénarisé, ça il ne faut pas leur dire, mais quand il y a des cartes dans des decks, souvent, nous on les a déjà placées dans un certain ordre, comme ça on sait comment les distribuer, et l'animateur sait tout de suite comment expliquer la règle en expliquant que l'équipe 1 et l'équipe 2 peuvent faire cette action-là ensemble. Et après, on essaye de leur lâcher la main. Et tout ce qu'on espère, c'est qu'ils nous disent « je veux en refaire une » et qu'on dit « non, je suis désolé, on est en formation, maintenant il faut continuer, on a un programme à dérouler ». Voilà. Mais on laisse la boîte et ils vont la piquer à la pause déjeuner. Voilà. Donc nous, notre principale résistance, c'est vraiment celle, on va dire, de l'environnement et de l'état ou de la culture d'entreprise et les blocages qu'on peut trouver chez certains individus. Alors moi, vous imaginez bien qu'il n'y a aucun blocage dans le monde dans lequel je vis. Quand on est en difficulté sociale, on n'a qu'une envie, c'est jouer, bien sûr. Non, évidemment, dans tout milieu, il y a ce blocage-là. Alors je vais les prendre un petit peu les uns derrière les autres. Les enfants, pas de difficulté. Généralement, ils aiment jouer et ils se mettent au jeu assez facilement, surtout quand ils ne sont pas avec les parents, parce qu'il y a des leviers qui ne sont plus présents quand ils sont... ça dépend des familles, évidemment, mais quand c'est une famille qui n'a pas l'habitude de jouer et qu'il faut être plutôt sérieux et scolaire, on a un peu moins tendance à jouer naturellement. Par contre, quand on est dans un milieu autre et ouvert, on va jouer plus facilement quand on est un enfant, parce que c'est naturel à l'enfant. Dans le milieu des personnes qui sont en soucis neurologiques, type Alzheimer, j'ai deux cadres en fait, parce que je travaille avec les personnes, ce qu'on appelle les personnes aidantes. Donc ça peut être les familles, ça peut être des personnes professionnelles, ça peut être donc dans la famille, ça peut être le mari, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, ça dépend du contexte familial. Et donc quand on arrive, et puis les personnes malades et qui ont des stades très différents et des âges très différents. La personne la plus jeune que j'ai actuellement
qui vient sur le Café Mémoire auquel je participe, a 42 ans. Donc on n'a pas le même contexte avec une personne de 42 ans qui est en début de maladie, avec une personne qui va avoir 85 ans et qui a peut-être un début de maladie, voire plus avancé, parce que le train de vie n'a pas été le même. À 42 ans, on fait partie d'une génération où on a joué un peu plus spontanément quand on était gamin, même si c'était au Monopoly, aux petits chevaux. En tout cas, on a joué. Quand on a 84 ans, on a un peu moins joué de façon naturelle, en tout cas des jeux de société. On jouait plutôt dans la rue avec des activités plutôt extérieures quand on est dans un coin comme la Gâtine où les gens ont eu la possibilité de vivre à l'extérieur. Donc c'est pas naturel de se mettre au jeu avec une boîte devant soi, d'ouvrir une boîte et de se mettre en jeu. Donc la résistance est un peu plus compliquée. Donc il est assez simple de contourner cette résistance, c'est-à-dire qu'on met un jeu en place en fonction de l'histoire de vie que je repère, c'est-à-dire qu'avant de les mettre dans le jeu, je découvre les personnes, je découvre les histoires. Et si par exemple, je vais vous donner un exemple précis d'un vieux monsieur qui est décédé depuis, qui était menuisier et qui en fait ne voulait pas jouer parce que non, le jeu ça ne l'intéressait pas, absolument pas. J'ai sorti une boîte de dominos, une boîte en bois, avec des dominos en bois assez gros, et je les ai posés sur la table et je les ai tripotés en discutant avec lui. Et il s'est mis au jeu à sa manière, en les classant, en les rangeant, et à chaque fois qu'on posait un domino, il faisait l'addition, parce que ça, c'était resté intact. Voilà, donc il y a ce genre de stratégie qui peut permettre en fait de détourner la résistance. Les personnes qui accompagnent les malades au départ comprennent pas très bien l'intérêt du jeu parce qu'ils n'ont jamais pratiqué ça. Et puis au fil du temps se rendent compte qu'on entretient la mémoire ancienne, puisque c'est la mémoire ancienne qui est présente dans ce type de maladie, mais qu'on peut aussi focaliser un petit peu sur certaines choses, des réflexes qui vont rester un peu plus longtemps, qui sont en train de se perdre et qui vont rester un peu plus longtemps, du genre, alors je sais pas un jeu de société, mais du genre j'ai une boîte à tissus, je sors les tissus et on plie les tissus, donc on garde des gestes. C'est pas un jeu de société, mais c'est une forme de jeu, c'est-à-dire que je suis tactile, je suis dans le sensoriel et je retrouve des sensations. Voilà, c'est quelques exemples qui fait que toute personne a une résistance, mais toute personne a un point de retour sur cette résistance. Il suffit d'être patient, d'être observateur pour retrouver ce qui va nous amener à les mettre au jeu sur des thèmes qui les intéressent. Je rajoute un dernier mot sur les jeux d'entreprise. Vous le savez, nous, quand on parle de médiation dans notre passion, c'est celui qui prend la règle ou pas et qui explique le jeu, bien ou mal, et qui fait qu'on joue le jeu ou on joue à autre chose. Nous, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que chez Marie, on peut complètement sortir du cadre et l'utiliser comme support, comme tu l'as très bien décrit. Nous, en règle générale, on a imaginé et scénarisé ce qu'on doit produire. Donc notre vrai point de vigilance, et là où on peut rencontrer aussi des résistances, c'est qui va porter l'animation de l'outil pédagogique qui a la forme d'un jeu de société, et est-ce que cette personne-là a les qualités, les compétences pour expliquer une règle et faire que la partie démarre, tourne vite et tourne correctement. Et parfois on tombe sur des gens qui ne savent pas faire, ou qui ne veulent pas faire, ou tout simplement dont le commanditaire n'a pas pris conscience de l'importance. Et je vais vous citer une anecdote qui est assez terrible pour nous. Un laboratoire pharmaceutique que je ne citerai pas nous dit on a 250 pages de contenu sur un médicament à faire apprendre par cœur à un réseau de 160 visiteurs médicaux. Ce serait sympa de nous faire un jeu parce que sinon c'est vraiment gonflant. Donc ils nous font un chèque d'un peu plus de 20 000 € pour créer un énorme jeu, 15 plateaux géants, des équipes par directeurs régionaux. Et dans notre proposition, on leur propose même une prestation d'accompagnement à l'animation parce que le but c'était de ne pas se tromper, qu'ils ont préféré évacuer pour des questions d'économie, ce qu'on peut comprendre. Donc on leur dit c'est pas grave, qui chez vous va animer ce jeu, vu le budget que vous avez mis sur la table. Et là, la responsable formation me dit c'est moi et ma collègue. Bon, très bien. Quand est-ce qu'on prend une demi-journée pour venir vous expliquer, vous faire jouer à votre jeu que vous avez payé? Et elle me dit non, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Donc, on s'est donné rendez-vous dans le lounge de l'hôtel Hilton d'Orly pendant 45 minutes pour expliquer à une responsable formation qui n'avait pas suivi le projet comment fonctionnait le jeu. Elle a sauté dans une voiture avec sa collègue. Ils sont allés dans un château forme.
il y avait les 165 personnes, il y avait les directeurs régionaux, ils ont pris les directeurs régionaux qui leur ont consacré 1 heure pour comprendre le truc. Une semaine après, il y a 85% des directeurs régionaux qui ont pris les boîtes de questions comme si c'était un trivial poursuite et les ont posées comme ça. Et tout le matériel est resté à côté. Voilà. Donc, c'est pas tout de penser à un dispositif et à un jeu qui est sympa sur le papier et qui fonctionne. Il faut en plus penser aux conditions dans lesquelles il va être mis en main et il va être animé. Voilà. Et ça, c'est notre principale difficulté et frustration parce que malheureusement, on a encore énormément de mal à faire comprendre ça aux gens. Effectivement, j'ai aussi une question qui rejoint un petit peu ça. C'était comment faire lorsque se pose le problème de compréhension des règles ? Alors je peux en parler, je peux vraiment en parler puisque la compréhension des règles, quand je travaille avec des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle, j'ai affaire à des personnes qui ont parfois une compréhension assez basse. Et quand j'ai affaire évidemment aux personnes qui sont touchées par des maladies neurologiques, là c'est vraiment une compréhension très adaptée, très inadaptée aux règles de jeu classiques. Donc en fait, j'ai un principe de fond. Alors c'est peut-être lié au fait que j'ai une formation dans le domaine des ludothèques. J'ai un principe de fond, je ne dénature jamais le jeu. C'est-à-dire que le créateur, celui qui a imaginé le jeu, a pensé le jeu avec une trame de fond, une idée. Et celle-ci, je la conserve, je la garde vraiment toujours en fond d'histoire. Et par contre, je vais alléger, voire enlever une partie des difficultés qui va peut-être être représentée pour les personnes. Alors si je prends les personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle, je vais prendre dans un premier temps, par exemple, le jeu Bazar Bizarre. Je vais vous parler comment j'utilise le Bazar Bizarre, par exemple. Le Bazar Bizarre, je vous explique le principe du jeu. On a des objets dans cette boîte. On a un fauteuil rouge, on a une bouteille verte, on a un livre bleu, on a un fantôme blanc. Et puis, je crois qu'il y a un autre objet, mais je l'ai oublié. La souris grise, merci. Et donc, le principe de ce jeu-là, c'est qu'on a des cartes avec les personnages qui sont dessus, qui sont parfois avec la bonne couleur, c'est-à-dire le fantôme est blanc, le fauteuil est rouge, la bouteille est verte sur les cartes, etc. Parfois, la bouteille va être rouge, le fantôme va être gris, la souris va être verte au lieu d'être grise. Voilà. Et donc, le principe de ce jeu, la vraie règle, c'est qu'on retourne les cartes et on doit prendre, si sur la carte, l'objet, le fantôme blanc par exemple, apparaît blanc, je prends le fantôme blanc. Si le fantôme blanc en personnage apparaît sur la carte en fantôme vert, je vais prendre l'objet vert. Ça, c'est compliqué parce que c'est une double gymnastique pour les personnes qui ont une compréhension un petit peu diminuée. Donc, je trie mes cartes et je prends que les cartes où il y a l'objet de la bonne couleur. Et on est sur la règle de jeu, tout simplement. Voilà. Pour les personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, je vais vraiment vers la capacité de la personne en fonction de l'évolution de sa maladie, et je m'adapte en permanence. Si je reprends le même jeu, Bazar Bizarre, eh bien, si la personne est en début de maladie, je vais garder la règle que je viens de vous présenter. Si la personne avance dans la maladie, je vais enlever des objets, je vais en mettre que 2, que 3, selon la capacité de la personne, en prenant les cartes qui correspondent, en enlevant les autres. Et si vraiment la maladie s'avance, eh bien, je vais prendre que les objets, on va les toucher, en parler, et tout simplement être dans le verbal et non plus dans la règle. Voilà. Alors, nous, dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus simple que ça. C'est-à-dire que si la personne qui veut acheter notre prestation n'a pas compris la règle qu'on a mis dans notre proposition, elle ne nous l'achètera pas. Donc, on est extrêmement réducteur et simpliste au possible, parce que bien évidemment, à ce stade-là, on arrive rarement avec des maquettes ou des prototypes, et de toute façon, ça n'est pas dans la culture des gens de se mettre pendant 3 quarts d'heure, 1 heure autour d'une table pour tester le prototype. Donc, on va vraiment au plus simple. Ce matin, j'étais en réunion de travail avec des collègues où on répond à un appel d'offres. On a eu une idée qui nous paraissait très pertinente autour de mécanismes très inspirés du deck building. On sait que ça aboutira peut-être à ça plus tard, mais dans la proposition qu'on est en train de rédiger, on a délibérément décrit un jeu de cette famille.
Parce que le principe de on crée des nouvelles cartes, on les burn, on les remplace, on améliore la performance d'une combinaison de cartes, c'est pas accessible. Et après, comme je vous le disais, dans le jeu, comme la partie ne va pouvoir se faire qu'une fois ou très rarement plus, on ne peut pas se permettre d'avoir des mécanismes qui sont complexes. Et donc, systématiquement, on va mettre des livrets pédagogiques dans lesquels on écrit les phrases que l'animateur, si c'est quelqu'un qui est, qu'on n'a pas la main sur cette personne-là, auquel il puisse se raccrocher. Et puis maintenant, on s'inspire de ce que fait l'industrie du jeu, c'est-à-dire qu'on va systématiser une iconographie extrêmement claire, des pictogrammes qui tout de suite délivrent le message, lèvent les ambiguïtés. On va maintenant commencer à mettre en place même des vidéos-règles ou des expli-parties, parce que ce sont des modalités qui fonctionnent bien et ce sont des ressources supplémentaires pour que le jeu puisse se dérouler le plus facilement possible. Et on réduit à l'extrême. Quand on travaille sur des projets plus pour l'entreprise, mais plutôt pour des scolaires, là, la modalité est différente, puisqu'on sait qu'en règle générale, cet outil qu'on nous demande de réaliser, souvent pour porter des sujets sur la responsabilité sociale, le développement durable, etc., va être porté soit par des animateurs professionnels. Donc eux, ils ont un savoir-faire, il faut simplement que leur organisation leur laisse le temps de s'approprier le matériel et puisse jouer avant de se retrouver en situation de déballer le kit. Ou sinon, on a des enseignants. Et les enseignants, eux, par définition, ils savent comment faire passer des règles, des consignes à leurs élèves. Là, la particularité, c'est que c'est plus des consignes de jeu. Et la difficulté, en revanche, c'est qu'ils ont une trentaine d'enfants et que la plupart de nos dispositifs sont construits pour être gérés sur 5 tables en parallèle, de manière à pouvoir gérer entre 25 et 35 élèves. Donc là, ça nécessite une préparation et un outillage supplémentaire, mais tout est scripté et ça se traduit par des aides de jeu, des aides de jeu, des aides de jeu, ce qu'on trouve maintenant depuis 10 ans dans toutes nos boîtes, parce que les éditeurs ont aussi compris que c'était fondamental qu'on puisse très rapidement trouver des rappels. Et là, il faut que chaque table dans la classe, chaque groupe d'enfants puisse de manière autonome aller chercher de l'information, retrouver une règle, parce que l'enseignant, lui, il ne peut pas être partout à la fois. Sinon, la dynamique est brisée et le dispositif ne fonctionne pas. Et on se rend compte même qu'il faut même plusieurs exemplaires de l'aide de jeu par table, parce que sinon c'est compliqué. Alors, il y avait une question qui traite plutôt du type de jeu, c'est-à-dire quel type de jeu et quel type de règles pour quel public. C'est vaste. Donc peut-être parler en fait des différents types de jeux que par exemple Marie tu utilises, avec quel public. Et plutôt peut-être toi Cédric, sur quel mécanisme? Ouais, alors moi en fait c'est pas une question de public, c'est une question d'objectif. Je pars du public, en règle générale dans l'entreprise, le public il est très homogène. Ça va être des collaborateurs d'un même service ou d'une même entreprise ou qui exercent le même métier. Donc en règle générale, il y a un objectif qui est commun à ce groupe-là, même s'il peut y avoir des niveaux différents, et on va aller chercher en fonction de l'objectif un mécanisme. Alors ça peut être des jeux de communication, des jeux de stratégie, des jeux de mémorisation, des jeux d'opposition, des jeux de défis. On n'a pas parlé, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, mais nous dans notre jargon, il y a aussi, et dans notre univers, il y a tout ce qui est action de team building, où là effectivement on va aller chercher à travers une expérience qu'on va faire vivre à un groupe de personnes, des situations, ils vont mettre en œuvre des moyens, des capacités, ils vont développer des stratégies pour atteindre un objectif. Et le team building, c'est la capacité qu'on va avoir à les faire réfléchir a posteriori sur quels mécanismes ils ont ou quelles ressources ils ont utilisées pour réussir ou pour échouer et faire cette analogie dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous avez su communiquer, désigner un chef, faire preuve de solidarité, faire preuve d'endurance, savoir vous organiser ? Très concrètement, c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd dans un escape room. Et d'ailleurs, les entreprises, elles ont sauté sur le filon. Et il y a maintenant énormément d'activités de team building qui vont alimenter ce secteur. Alors moi, je ne suis pas dans les objectifs, une fois de plus.
quel type de jeu pour quel public, en fait, je pars de l'observation. C'est-à-dire que dans le cadre des différentes personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit des personnes, comme je vous ai dit, qui sont en insertion, personnes touchées par des maladies, ou des personnes que je rencontre dans des formations que je fais, je pars d'abord, alors évidemment, quand c'est dans le cadre des formations, il y a un déroulé, c'est une évidence, mais j'ai toujours ma besace de jeu avec des jeux qui pourraient être complètement anachroniques sur une formation et que je vais sortir ou pas sortir en fonction des personnes qui sont présentes. C'est d'abord de l'observation des personnes, une prise de temps avec les gens. En fait, je travaille vraiment sur le temps. C'est un jeu de patience. Alors du coup, on est bien dans le jeu. Je suis sur le jeu de patience avec les personnes. Je suis sur le jeu d'apprivoisement des personnes, puisque les personnes ne sont pas toujours décidées à se mettre sur un type de jeu, et que je sais, que j'ai repéré que ce jeu-là va être utile dans leur évolution ou dans le maintien de certaines fonctions dont ils ont besoin, ou de certaines connaissances. Si je prends les formations auprès des personnes qui sont dans les écoles, enfin les ATSEM, qu'on appelle les ATSEM, les personnes qui encadrent des enfants, elles sont parfois un petit peu réticentes au jeu parce qu'elles n'ont pas le sentiment que c'est ce qui est essentiel à l'enfant. Elles sont plutôt dans le sentiment qu'il faut être dans l'hygiène, dans la surveillance, dans laisser l'enfant, ou en tout cas pas être vraiment accompagnante. Alors c'est pas le cas de toutes évidemment, mais on en a quand même une certaine catégorie qui sont très en résistance sur le jeu, parce que ça les met en jeu, ça les met en difficulté. Donc je vais utiliser des choses très simples, des choses connues, des mécanismes connus de la vie. Alors on va prendre un exemple très simple, les dés, tout le monde les connaît. Alors je vais prendre des dés et puis on va se mettre à jouer sur les dés, sur des lancers de dés, simplement en partant du fait qu'on va lancer, se dire que le premier qui fait un 6, c'est lui qui va aller chercher le café pour tout le monde. On va partir sur une forme de jeu de cet ordre-là pour que les personnes se mettent en situation de jeu sans s'en rendre compte. Et j'ai pas de critères prédéfinis sur quel jeu je vais utiliser quand j'arrive sur un groupe nouveau. J'ai une besace remplie de tout type de jeu, que ce soit du jeu le plus simple au jeu le plus avancé en fonction des personnes. Donc c'est une adaptation permanente. Ça demande aux personnes comme à moi de se familiariser et de s'apprivoiser mutuellement, tranquillement autour de certains jeux. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment le sens profond du jeu médiateur entre les personnes quand on est en apprentissage de vie avec d'autres personnes. J'utilise toujours le mot, quand je travaille sur des personnes, enfin en formation, des personnes qui vont être dans la relation à l'enfant ou à des adultes qui sont en difficulté. Je dis toujours que le jeu est le médiateur, est le pôle central, c'est-à-dire qu'on est en triangle. Il y a la personne qui va avoir le jeu dans les mains dans un premier temps, il y a le jeu qui est là, et il y a la troisième personne qui va prendre le jeu. Et à un moment donné, le triangle va bouger, c'est-à-dire que celui qui avait le jeu dans les mains dans un premier temps, c'est peut-être plus lui qui aura la règle dans les mains, et le jeu va devenir peut-être un prétexte simplement à la relation, à la médiation entre les personnes et à la discussion entre eux. Alors, nous, on a une segmentation qui est plus pragmatique. Premier niveau, récitation. Est-ce que mon collaborateur, il sait ou il ne sait pas? Et donc là, ce qu'on nous demande de faire, concrètement, c'est de s'inspirer des jeux télé pour voir si les gens répondent bien. Alors, je ne vais pas vous les faire, hein, mais qui veut gagner des millions? Question pour un champion, la cible, le mur... drop money, je sais pas quoi. Et finalement, quand je présente ce niveau de problématique, c'est ce que je dis moi à mes clients. Je leur dis, vous imaginez qu'on va vous mettre dans une salle de formation une dynamique, un mécanisme qui ressemble à un jeu télé. Et c'est ça qu'on va vendre aux participants. Ça veut dire, si tu as les connaissances, si tu as les informations, tu vas obtenir un score. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est on décide avec notre client, est-ce que ce jeu, il est plutôt individuel ou en équipe? Et ça nous permet, entre autres, de permettre d'inclure des gens qui sont plutôt en résistance, c'était la question qu'on avait en introduction, ou simplement des gens qui n'ont pas fait leur devoir.
Et plutôt qu'ils soient exclus parce qu'ils ne connaissent pas et ils sont sanctionnés parce qu'ils ne répondent pas aux questions, on les met dans une équipe, ils font semblant ou pas, ils suivent le groupe, et puis à un moment, la dynamique se met en place. Et comme il y a un système de classement, d'incentive, effectivement, on a toujours dans un groupe des gens qui, eux, ont l'esprit de compétition, qui veulent gagner, et on va s'en servir comme moteur. Donc ça, c'est le premier niveau. Et on peut imaginer des buzzers, maintenant on fait des petites animations, des petits outils, il y a des boîtiers électroniques qui se louent à la journée et qu'on utilise dans des salles de formation pour faire participer, exactement comme les jeux télé. Hein. Vous préférez Marie, votez 1, vous n'aimez pas Cédric, votez 2. Voilà. C'est exactement ça. Et simplement le fait d'amener ces modalités dans une salle de formation, ça change le cadre et les gens oublient qu'ils sont là pour apprendre. Nous, on a révisé les connaissances. Le deuxième niveau, c'est de stimuler la participation. Et donc là, on est plutôt sur des techniques d'animation, des petits jeux. Et puis le niveau 3, c'est une vraie problématique qu'on nous demande de traduire à travers un jeu. Et là, il y a un vrai boulot de conception. Et donc, on rentre dans un autre registre. Mais sinon, le niveau 2 pour animer, là, les formateurs, les animateurs vont s'inspirer, s'ils sont joueurs, de tout un tas de jeux que l'on a et qu'on connaît. Voilà, il y a un joli t-shirt de Repos Prod, il y a un jeu qui s'appelle Concept. Il y a 2 ans, à Cannes, je discutais avec l'équipe de Repos qui voulait estimer le potentiel de ce jeu dans le monde de l'entreprise et si on pouvait le déployer tel quel. Et je disais, tel quel, oui, mais tu ne peux créer que des problématiques autour de ce qu'il y a sur ton plateau. Et donc, c'est intéressant comme un jeu de communication pour comprendre les mécanismes, tu suggères le fait d'utiliser des éléments factuels pour définir une forme, une taille, des éléments. Et donc ça, c'est des bonnes pratiques de communication. Après, si tu veux l'utiliser pour appliquer la connaissance d'un process, en fait, ce qu'il faut, c'est reprinter un plateau sur lequel les items qui vont être mis à la disposition des joueurs seront spécifiques à la problématique à adresser. Hein, et donc c'est à partir de là où on voit si on fait du recyclage, et j'ai énormément de confrères dans le monde de la formation qui ne se posent pas de questions et qui prennent des produits qui ont été édités et inventés par des éditeurs et qui les utilisent en salle de formation. Voilà, donc on ne compte plus le nombre de détournements de Time Stories, pas Time Stories, pardon, lapsus, Time's Up. Donc voilà, et on fait simplement des cartes avec les choses qu'on veut faire mimer, dire, synthétiser par les gens. Voilà. Justement, donc, il y a eu la question, est-ce que tout jeu est utilisable et ou bon à prendre pour la médiation par le jeu? Alors, tout jeu... moi, je n'utilise jamais, par exemple, les jeux de règles avancées, du genre type jeu de rôle et jeux de simulation, parce que le public avec lequel je suis ne le permet pas, et le temps ne le permet pas, c'est-à-dire qu'il me faudrait trop de temps pour pouvoir mettre en place ces situations. Après, peut-être que Cédric, lui, a le temps de les utiliser. Je pense que tout jeu est utilisable à condition que la personne ou les personnes sont en face puissent vraiment se les approprier. Donc, si je vais prendre un autre exemple de jeu que je ne sais pas si vous connaissez, Feelings, ça m'a fait penser quand tu as parlé de... Voilà, Feelings est un jeu que j'utilise, qui est un jeu qui parle des émotions. Alors, évidemment, je le simplifie parce que quand je travaille avec les personnes qui ont des problèmes cognitifs ou qui sont en compréhension un peu simple, partir sur la règle en tant que telle, je ne vais pas dessus. Par contre, on est vraiment sur l'échange verbal, c'est-à-dire que c'est un prétexte à. Donc un jeu peut être un prétexte à parler, un jeu peut être un prétexte à jouer, mais jouer dans le sens avec les personnes, c'est-à-dire se mettre en relation. Jouer, c'est être en relation avec les autres. Donc c'est utiliser ses mains, son regard, sa parole. Quand je parle de la parole, c'est parfois une parole non compréhensible, mais le langage verbal va être ici, et du coup Feelings est un bon support pour ça, parce que j'utilise beaucoup le langage corporel non verbal avec certaines personnes qui permettent de rétablir un lien et de se mettre en jeu ensemble, parce qu'on parle de jeu, mais on n'a pas simplement dit que le jeu n'est pas simplement un objet. C'est-à-dire que souvent, quand on parle jeu, on pense jeu-objet.
Mais le jeu n'est pas simplement ça. Le jeu est aussi tout d'abord dans une relation à la personne. On parle de jeu de séduction, par exemple. Il y a plein d'expressions qui sont à travers le mot jeu, qui est tout simplement la relation, dans un premier temps, à la personne. Un enfant qui joue, un bébé qui joue, qui va jouer avec ses pieds, par exemple, est déjà dans le jeu, alors que un orteil, c'est pas une boîte de jeu. Par contre, on est déjà dans le jeu. Donc, c'est aussi important pour moi de penser que tout jeu est utilisable à condition d'avoir bien observé, d'avoir bien compris les mécanismes de la personne quant à l'utilisation et au bien fondé que ça va être pour cette personne dans son évolution ou dans son maintien dans ses capacités. Donc voilà, je peux un peu résumer comme ça pour moi. C'est parce que vous venez de parler de Feelings. Feelings, qui est un jeu qui a été primé Educaflip à Parthenay l'année dernière. C'est un jeu qui a été développé par Jean-Louis Roubira et Vincent Bidot. Voilà, c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu qu'on a besoin de faire connaître à la population mondiale pour faire évoluer, parce que même si tous les enfants jouent, même si tout le monde joue, on est quand même dans un déficit dans notre société où on va au travail, on va souffrir, qui est antithèse avec se faire plaisir. Or, on apprend maintenant que si on ne se fait pas plaisir quand on travaille beaucoup moins bien. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin de s'amuser au travail. Et il faut faire rentrer dans les écoles des jeux, mais pas n'importe quel jeu. Des jeux propices à être utiles à l'école. Et Feelings a été fait pour lutter contre le harcèlement moral et la discrimination à l'école. Donc on a un gros enjeu de société, nous, membres du petit club des joueurs de France, de Parthenay, c'est de faire rentrer des bons jeux dans les écoles pour que les gens apprennent à jouer et apprennent à se découvrir et à progresser. Voilà, j'ai été très long, veuillez m'en excuser. Je vais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, j'ai oublié de citer des actions que je fais aussi sur des préventions dans le cadre des collèges sur le harcèlement. Alors, je n'utilise pas le mot parce que les gamins, ils en ont ras-le-bol d'entendre ce mot harcèlement et ils le détournent finalement parce que quand ils disent on a une intervention sur le harcèlement, encore. Donc, je n'utilise pas ce terme-là, j'utilise le bien vivre, se connaître, se découvrir. Enfin, on est plutôt sur des mots doux, plutôt sur la bienveillance et j'utilise Feelings dans ce cadre-là et ça marche à tous les coups, effectivement. Alors, il y a une prise de conscience qui s'opère quand même dans... peut-être pas l'éducation nationale, mais en tout cas chez de plus en plus d'enseignants qui amènent ces modalités-là dans leur classe et vers leurs élèves. Donc ça, effectivement, on ne peut que souhaiter que ça se développe. Je reviens sur la question. Est-ce qu'on peut utiliser tous les jeux? C'était ça, je crois. Et je disais que c'était peut-être pas la manière dont elle était formulée. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et on avait compris que Feelings, manifestement, est un jeu exceptionnel. Et donc, voilà, la vraie responsabilité, c'est pas tant de se dire est-ce qu'il y a des jeux qui sont moins bons, c'est quels sont ceux qui sont vraiment faits pour ça. Alors toi, tu utilises des jeux qui existent. Nous, on est plutôt dans une démarche où on fait une espèce de cocktail en se disant mais il y a tel mécanisme qui est intéressant, si on le mélange avec tel autre, ça va donner tel cocktail détonnant et on pense que ça va fonctionner. Et effectivement, on va le chercher. Après, il faut aussi avoir une intelligence sociale et relationnelle. Il y a des sujets auxquels il faut faire attention. Dès qu'on est sur le bluff, le mensonge, c'est des sujets qu'on peut difficilement nous amener dans l'entreprise. On discutait de vieux souvenirs de joueurs et il se trouve que moi j'ai été un grand joueur un vieux joueur de diplomatie qui était le jeu il y a 25 ans qui était fait pour perdre ses amis. Donc voilà, on pourrait dire de manière schématique, non, quoique quand on a fait du diplomatie dans un mode compétition, la relation change complètement. Voilà, donc c'est vraiment la responsabilité et l'usage qu'on va en faire. Mais à l'inverse, si on veut travailler sur ces aspects-là, la négo, le bluff, la capacité à persuader, à convaincre, voire à manipuler d'autres personnes, voilà, ça vaut peut-être le coup de se dire, il y a Diplo et il y a d'autres jeux. Et moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma carrière, dans le cadre d'un MBA
à l'ESCP Paris, on a fait jouer des personnes qui étaient en MBA pour illustrer des enseignements sur la négociation. On leur a fait jouer une campagne de diplomatie dans la promo. Donc voilà, qui n'est pas allée à son terme. Il y a une question qui était la suivante. En quoi le jeu favorise les interactions entre les personnes qui travaillent ensemble ? Il y avait un mot qui était intéressant dans le chapeau, et moi, je n'y avais pas pensé, parce que je ne le vois pas cet angle-là. C'est la règle. Et l'avantage d'un jeu, c'est que quand on est dans un cadre un peu formel et qu'on dit il faut jouer, on vient s'asseoir à la table. Et même si on n'est pas d'accord, on va écouter la règle du jeu. Et puis, on va quand même commencer à jouer et faire le premier tour. Et nous, notre job, c'est que les gens, ils se fassent avoir. Et qu'en fait, le jeu soit tellement immersif qu'ils veulent plus lâcher l'affaire, qu'ils oublient qu'ils sont en formation, qu'ils oublient qu'ils sont peut-être en train d'apprendre des choses, mais qu'à la fin, les mécanismes d'ancrage et de mémorisation fonctionnent. Donc, pour ça, ça fonctionne bien, si on arrive à faire prendre la mayonnaise. Et donc, il y a des contextes qui sont plus ou moins difficiles, mais le jeu, il est là. Et souvent, ce que nous demandent les gens quand ils veulent du ludique, c'est parce qu'ils ont testé plein d'autres modalités qui n'ont jamais forcément très bien fonctionné. Et plus les sujets sont arides, plus c'est le cas. Mais quand on transforme la découverte de contenus juridiques et réglementaires qui sont gonflants au demeurant pour des collaborateurs qui ne sont pas directement concernés, mais qui doivent être sensibilisés, mais que ça se transforme en un espèce d'interville avec des duels, des défis, et qu'on se retrouve même à leur donner la responsabilité dans le contenu eux-mêmes de poser les questions pour défier l'équipe adverse parce qu'on a monté un challenge dans la salle, je peux vous dire qu'ils se bagarrent pour les mettre minables en face. Et ils ont complètement oublié que c'était un sujet auquel ils ne voulaient pas penser, et une formation qui les faisait, excusez-moi le terme, saouler. Voilà, c'est ça, pour rester poli. Voilà. Donc nous, quand on arrive à produire cette dynamique-là, on sait qu'on a remporté notre pari. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de se planter, parce que la personne qui nous a commandé cette modalité-là, elle non plus, elle n'a plus le droit de se planter. Alors moi, je peux en parler dans le cadre des formations que je fais quand je fais des formations auprès des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, donc des personnes qui travaillent à domicile, qui sont des métiers très éprouvants, mal reconnus et individuels, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même, je dis elles parce qu'il y a très peu d'hommes dans ce type de métier, elles ont toutes le même métier, c'est-à-dire aller à domicile, donner de l'aide aux familles, donc de différents ordres. Ça peut être de l'ordre de l'entretien de la maison, ça peut être de l'ordre du lever, de la toilette, de la préparation de repas, de l'accompagnement aux courses, d'aller faire une promenade. Enfin, il y a plein de choses. C'est de la vie quotidienne, tout simplement. Donc, elles font toutes le même métier, mais toutes, chacune dans leur coin. Jamais elles se croisent ou quasiment. Et donc, quand on les retrouve en formation, on a des profils de personnes qui sont assez variés, des personnes enthousiastes, des personnes fatiguées de leur métier, fatiguées de voir que c'est un métier qui n'est pas reconnu. Quand on arrive dans une famille, qu'on nous dit la femme de ménage, elle est en retard, c'est pas une femme de ménage, c'est une aide à domicile. C'est frustrant de se sentir non reconnu sur le besoin et la réponse en fait aux personnes, auprès des personnes auprès desquelles elles travaillent. Donc on arrive avec un groupe ayant le même métier, ayant souvent des parcours assez similaires, ayant des salaires bas, donc non reconnus, qui sont pas forcément là avec grande joie de faire une formation. Quoi ça va me servir, de toute façon, pour ce que je vais en faire derrière. Et donc la dynamique, elle est de créer le point d'ancrage entre elles. Et le point d'ancrage, c'est le bienfait qu'elles font toutes auprès des personnes, ce dont elles n'ont pas forcément conscience, ou en tout cas elles ont perdu cette conscience-là avec le temps, puisqu'on oublie de leur dire que leur métier est essentiel à la vie et au bien et au maintien des personnes chez elles. Donc le jeu est un support qui permet de les sortir de leur contexte, de se dire je vois pas trop l'intérêt, je comprends pas ce qu'on me fait, et puis finalement en avançant sur le temps de la formation, les personnes voient l'intérêt puisqu'on leur transmet des comportements,
des attitudes, des observations et des jeux qui vont leur être utiles, y compris dans les gestes du quotidien, puisque la pénibilité de ces métiers, c'est aussi les gestes du quotidien. Et les gestes du quotidien, si elles amènent les personnes à garder ou à retrouver un petit peu d'autonomie sur les gestes classiques, se lever tout seul, se laver le visage tout seul, se tenir sa cuillère sans avoir besoin de toujours reprendre le geste. Je vous donne des exemples très concrets de vie de difficulté. Eh bien, on peut, à travers le jeu, en fait, amener la personne à redécouvrir l'autonomie et du coup à leur donner un sens beaucoup plus valorisant au métier qu'elles font. Et ça crée une dynamique entre elles, c'est-à-dire que du coup, les échanges se mettent en place, c'est-à-dire qu'elles discutent. Moi, je, moi, tu, est-ce que, etc. Et du coup, la dynamique sur le groupe se met en place, alors que ce sont des personnes qui travaillent toujours individuellement au départ. Voilà. Donc, c'est pas l'entreprise, c'est le monde social, mais aussi, il y a aussi cette faculté à mettre les gens sur la même dynamique et sur la même forme d'esprit dans leur cadre de travail. Ouais, et nous, pour résumer, c'est juste d'arriver à provoquer un effet waouh. Je voulais pas venir dans cette formation, j'avais autre chose à faire. Souvent, d'ailleurs, ils nous disent, bon, on m'a convoqué. Donc voilà, et l'idée c'est de travailler sur la surprise. Donc la promesse c'est de leur dire, cette formation, nous on la conçoit avant tout comme un divertissement. Et parce qu'on va y prendre du plaisir, parce qu'on va s'épanouir, on pense que le contenu important qu'on a mis dedans a plus de chances d'être écouté, puis parce qu'on a trouvé les bons mécanismes, d'être assimilé, d'être ancré et de pouvoir être restitué. Et ça, quand ça marche, banco, on a réussi. Donc effectivement, on avait aussi une question qui était la suivante. Est-ce que le jeu peut réinterroger notre compréhension de notre métier ou entreprise ? Donc on était tout à fait dedans. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter à ça, mais... Ouais, totalement. C'est justement, ça permet sur un format court, en mettant vraiment le projecteur sur ce que l'on veut, une carte, un pion, une situation... un élément de l'entreprise sur lequel on veut travailler. Nous, très classiquement, à peu près la moitié des jeux qu'on construit quand on n'est pas sur de la réactivation de connaissances, c'est de la situation professionnelle. Donc concrètement, vous êtes confronté à cette situation-là. Alors ça peut être une fiche de jeu de rôle avec des gens à qui on demande de jouer le rôle. Ça peut être parfois avec des comédiens qui jouent carrément ce rôle-là pour être encore plus proche. Ça peut être une configuration sur un plateau. On leur dit, vous faites quoi ? Et soit on est en mode plutôt étude de cas, ça veut dire qu'il y a du matériel brut et c'est aux personnes ou à l'équipe d'élaborer une réponse, de la proposer et en fait surtout de l'argumenter. Ou alors, on est sur quelque chose de plus mécanique, sous forme de option A, option B, option C, et donc conséquence de A, conséquence de B, conséquence de C. Donc effectivement, c'est le but qui est recherché, de se réinterroger, je crois que c'est le terme, c'est ça ? Voilà, se réinterroger voilà. Notre compréhension sur notre métier. Voilà. Alors notre compréhension sur notre métier, et là on voit, c'est peut-être se remettre en cause et pour pouvoir proposer d'autres choses, ou ce qu'on fait aussi parfois, on a créé, nous, il y a quelques années, un jeu pour des caristes chez Gerflor où il fallait leur rappeler les principes de la supply chain. Donc c'est un truc qui est super sexy. Simplement, on sait qu'à chaque fois que tu le fais pas, tu dégrades la performance. Et on l'avait traduit entre la sécurité pour les collaborateurs, qui est un enjeu majeur dans les entreprises, et réduire les taux d'accident du travail, et puis des aspects de coût, de délai et de qualité coût et de délai. Et là, les managers des différents services nous avaient fait plein de situations, et à la fin, on voulait finir sur quelque chose de beaucoup plus ludique après ce jeu de plateau, et en fait on a distribué aux équipes des Polaroids et on leur a fait faire non pas une chasse aux Pokémon, mais on leur a dit maintenant faites-vous plaisir, allez chasser partout dans l'entrepôt des choses qui sont en non-conformité par rapport au processus de la supply chain. Et donc ce qu'on avait vu sous la forme d'un jeu de plateau avec des énigmes, des cartes, revenait avec des preuves. Parce qu'on voulait aussi leur faire comprendre que le process et la supply chain, il est bien écrit dans les cahiers de procédure, mais dans la réalité, on est en mode dégradé, quoi. Et ça a fait naître des situations intéressantes dans l'entrepôt, avec des échanges avec les collègues.
Du coup, Marie, effectivement, donc, tu vas pas forcément parler de l'entreprise, mais est-ce qu'effectivement, on peut pas prendre cette question en tournant un petit peu, en parlant de la compréhension de notre savoir-être ? Est-ce que le jeu permet de se réinterroger sur notre savoir-être ou... Oui, alors il y a une technique que j'utilise quasiment à chaque fois et de façon presque maintenant instinctive, c'est ce qu'on appelle l'échange de savoir. On a tous des compétences, on a tous des savoirs et en fait on ne le sait pas forcément. On est tous des Monsieur Jourdain en puissance. Donc le jeu permet ça, c'est-à-dire que quand on se met en situation de jeu avec les personnes, souvent celui qui est entre guillemets le maître du jeu, c'est-à-dire en l'occurrence moi quand je suis sur des groupes, prend une place importante dans la tête des gens, comme si on était quelqu'un de plus important et de plus connaisseur de certaines choses. C'est pas vrai. Je pense que je sais des choses, vous savez des choses, tout le monde sait des choses, tout le monde sait à travers ses expériences ce qu'il a à faire et à vivre de sa vie. On a tous des compétences différentes. Et en fait, le jeu permet ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on est sur un jeu, alors je vais prendre le Jungle Speed, par exemple. Le Jungle Speed est un jeu d'observation et de rapidité. Il y a des gens qui sont toujours à la ramasse parce qu'ils vont jamais assez vite, et il y en a qui sont toujours super puissants parce qu'ils sont toujours les premiers à choper le jeu, et donc, le totem, pardon. Et ça, on peut avoir la surprise avec... Bon, alors je vais prendre l'exemple des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle, qui en apparence sont un peu mous du cerveau, excusez-moi l'expression, mais qui sont des personnes assez éteintes en situation d'échange verbal, et que quand on va mettre ce type de jeu, c'est-à-dire le jeu de rapidité, qui vont être au top chrono en permanence, et en fait ça va changer le regard et la donne du reste du groupe sur cette personne-là qui n'avait pas repéré qu'elle avait cette compétence-là. Ça peut être, alors je vais prendre un autre exemple, toujours dans ce groupe de personnes en insertion, un monsieur d'une quarantaine d'années qui était quelqu'un qui avait un suivi un peu compliqué, un suivi psychiatrique, un parcours compliqué, et qui avait une connaissance presque autistique de l'histoire et du patrimoine. Donc il en mettait entre guillemets plein la vue aux autres quand on travaillait, parce qu'on a travaillé pendant 3 ans sur la fabrication d'un jeu. Donc il en mettait un peu plein la vue aux autres, et du coup les autres se mettaient un peu en recul en disant machin va pouvoir trouver la réponse parce qu'il sait lui. Et en fait, on a choisi des thèmes volontairement ensemble qui étaient de l'ordre de sujets qu'il ne pouvait pas, en tout cas dont il n'avait pas la capacité, et que les autres pouvaient aller à la recherche et à la pêche en complément. Et en fait, ils se sont découverts des compétences de recherche sur Internet dont ils n'avaient pas repérer au préalable leurs compétences. Ils ont découvert qu'ils pouvaient échanger sur des choses qu'ils font chez eux. Alors je vais prendre par exemple sur un thème qui est très local, qui est le patois. Le patois local, eh bien, tout le monde ne le maîtrise pas. Entre autres, cet homme de 40 ans ne connaissait pas du tout le patois. Et il y avait cet échange-là. Et vraiment, le jeu, la mise au jeu entre les personnes permet soit de découvrir des compétences, soit de les échanger, et de ne pas toujours penser que la personne qui amène le jeu, ou qui est la personne qui est l'animateur, le formateur, l'élément central au départ, est celui qui sait le plus de choses. Ça se révèle très vite faux. Sur la personnalité, ouais, le jeu, c'est un formidable révélateur. Je viens de passer 15 jours dans un gîte avec un joueur alpha, avec des gens passionnés de jeux coopératifs. Alors, la notion de joueur alpha, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quelqu'un qui adore être directif dans une partie. Donc quand il joue tout seul contre les autres, c'est bien, il joue avec lui-même. Quand il joue dans un jeu coopératif, il fait la partie à la place de tous les autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une situation où il va y avoir une immersion, on va pouvoir aller provoquer ce lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça rend les gens, entre guillemets, pas transparents, mais on voit leur véritable personnalité. Et donc, quand c'est un objectif que l'on poursuit, là, ça devient une modalité intéressante. Quand on parle de séminaire de team building, il y a le côté un peu sympa, festif, on est content, on a relevé un challenge, etc. Mais ça peut aussi être très intéressant pour comprendre quelle est la vraie personnalité,
le comportement naturel d'un individu qu'on a dans ses équipes par rapport au comportement adapté, c'est-à-dire le rôle qu'il décide de jouer et l'image qu'il renvoie à son entourage tout au long de la journée. Mais quand vous envoyez des gens crapahutés au fin fond d'une forêt alors qu'ils sont des citadins, qui sont épuisés physiquement, qui ne savent peut-être pas où et comment ils vont manger ce soir, et qu'en plus il y a des bruits bizarres la nuit qui surviennent, voire on a mis un peu d'événementiel, ils vivent une expérience géniale. Mais il y en a quelques-uns qui pètent un câble, ou en tout cas qui se révèlent. Et là, ça devient intéressant. Et c'est vrai que dans les entreprises, surtout quand on adresse des populations de top management, on a besoin de savoir quelle est la vraie personnalité des gens, et ces outils-là, parce que ce sont bel et bien des outils, on les utilise à ça. Et si vous voulez faire un parallèle, c'est exactement la même chose quand on se met devant un épisode de Koh-Lanta. La logique veut qu'on les pousse dans de tels retranchements parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont froid, que ils se lâchent. Et ils ne jouent plus le rôle qu'ils avaient peut-être prévu de jouer et d'incarner dans leur stratégie de victoire. Alors après, on peut apprécier la démarche ou pas, hein, le sujet est ouvert, mais en tout cas, ça marche hyper bien. En préparant en fait la conférence, on avait un peu discuté, et moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le discours qui s'est créé, c'était qu'il existe des jeux pour tout le monde. Marie, est-ce que tu veux un peu discuter de ça? C'est vrai que ça semblait être quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, sur le fait qu'il existe un peu un jeu pour tout le monde. On ne l'a pas encore trouvé. Les gens qui disent on n'aime pas jouer, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé le type de jeu, la thématique. Mais voilà, je voulais... En fait, beaucoup de personnes pensent que le jeu n'est pas essentiel à leur survie ou à leur vie, et en fait se disent qu'il n'y a pas de jeu pour eux, et puis qu'ils ne sont pas intéressés, et que s'ils doivent jouer, ils vont jouer avec leurs petits-enfants parce qu'il faut bien jouer avec eux, et c'est tout. En fait, il y a une phrase que j'aime bien. Alors, je reviens à Jean Piaget, qui a été quand même quelqu'un qui a construit pas mal de choses sur la pédagogie infantile et sur le domaine du jeu. Il dit, Jean Piaget a dit une phrase, c'est en agissant que l'on apprend. Et en fait, en agissant dans le jeu, on apprend. On apprend aussi en agissant. J'aime bien faire les allers-retours sur ce type de pensée. Et je ne vais pas forcément avoir conscience qu'un jeu est fait pour moi. Par contre, je vais me faire prendre au piège. Alors, je vais prendre l'exemple de quand on est en position de ludothécaire dans une structure, ou quelqu'un qui va être dans une structure avec des jeux, qui va mettre des jeux potentiellement accessibles directement aux personnes. Les personnes ne se rendent pas compte qu'elles vont assez spontanément vers les jeux qui vont les intéresser, sans vraiment savoir pourquoi. Alors, si elles sont seules, alors je vais prendre l'exemple d'une personne adulte qui rentre avec des enfants. La première démarche, j'arrive, je suis maman, je suis papa, j'ai 2 enfants, un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans, et je vais aller vers les jeux éducatifs. Alors, éducatif, c'est un vilain gros mot pour moi, parce que de toute façon, jouer, c'est éducatif. Un jeu est forcément éducatif. Faire de la trottinette, c'est éducatif. Ça sert à quoi ? Garder son équilibre, trouver son équilibre, avancer vite, se faire plaisir, avoir les cheveux dans le vent et aller plus vite que son copain, ou apprendre à sa petite sœur à faire de la trottinette. Voilà, ça c'est un exemple en fait que tout type de jeu, tout jeu peut être utile à chaque personne. Si je joue, je vais prendre l'exemple du jeu de dames, qui est un jeu assez classique. Enfin, je pense que tout le monde a joué un jour aux dames. C'est un jeu qui met en stratégie plein de choses. D'abord, la logique, la prise de territoire, la compétition et parfois la coopération. Ça dépend dans quel esprit on est. Alors, si on joue avec moi, on va être dans la coopération à tous les coups, parce que moi, je suis plutôt dans le genre, je vais tricher pour faire jouer les autres, ou je vais observer les autres sur le jeu. C'est-à-dire que si je repère quelqu'un qui aime pas trop perdre autour de la table, je vais me mettre dans le bluff et je vais me mettre dans le jeu
pour le titiller un peu, pour qu'il sorte un petit peu de son rôle de joueur gagnant, alpha, pour qu'il puisse découvrir qu'on peut jouer autrement et prendre du plaisir autrement. Alors, il va peut-être, cette personne, partir dans un premier temps sur des jeux de compétition, et puis avec le temps se rendre compte que finalement, les jeux de compétition, c'est bien, parce que il y a aussi un intérêt, mais que les jeux de coopération ou de jeux d'équipe ont un intérêt finalement supplémentaire à ce qu'il avait imaginé au départ. Donc, je donnerai pas forcément de type de jeu particulier. Alors, si on prend dans la construction de la personne, si je reviens à ça, on va avoir des jeux qui sont nécessaires à certaines périodes de la vie pour pouvoir comprendre la vie et pour pouvoir se construire. Si je joue à diplomatie à 5 ans, ça va être un peu dur quand même, hein, ça va être impossible. Donc il y a vraiment des jeux qui correspondent quand même à une capacité intellectuelle de pouvoir y jouer, mais la stratégie, la dynamique des jeux, quelle qu'elle soit à mon avis, correspond à toutes les personnes. Il suffit simplement de se laisser aller, parce que la chose finalement, la première, est que les personnes ne se laissent pas aller à jouer parce que jouer n'est pas sérieux. Il est sérieux d'apprendre à lire, il est sérieux d'apprendre à compter, il est sérieux d'apprendre ses leçons, mais quand on est dans le jeu, c'est-à-dire un enfant qui est plutôt turbulent, qui est plutôt taquin, qui est plutôt coquin, qui fait un peu de bêtises, on le cadre un peu plus parce qu'on pense qu'il n'est pas tout à fait sérieux, mais finalement cet enfant-là se construit autrement, et c'est aussi cette dynamique-là qu'il y a à mettre en place quand on accompagne des enfants ou des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en eux, c'est d'utiliser des jeux, quels qu'ils soient, en repérant un peu leur personnalité pour les aider vraiment à se mettre au jeu, tout simplement. Cédric, tu avais une petite phrase comme ça par rapport au sérieux dans le jeu, je crois. Ouais, moi, sur mes plaquettes, il y a écrit « Jouer, c'est drôlement sérieux ». C'est pas de moi, c'est d'une de mes salariés, mais effectivement, on trouvait que ça résumait assez bien la chose. Et je vais même plus loin. Enfin, là, on parle le jeu, mais finalement, c'est l'acte de jouer. J'ai envie de dire, on peut prendre n'importe quoi et s'amuser avec, et c'est ça qui est bien. Et de nos jours, on a quand même une exposition ou une sollicitation à ces mécanismes ludiques. Donc c'est ça qui est super, et on va dans la bonne direction. Et ça fait plus de médiation. Voilà. Je trouve que... Ah, une question. Je descends. En fait, c'est pas une question. Non, c'était juste une remarque sur la médiation. Il me semble que la médiation, c'est le job, en fait, de tout accompagnateur, dans ce que vous avez exprimé, hein, de tout accompagnateur, de tout formateur, de tout enseignant. Son job, c'est la médiation. Et puis après, il y a une problématique des ressources pédagogiques. C'est vrai que souvent, il y a un enseignement autour de ressources pédagogiques assez classiques. C'est vrai qu'il y a le livre, le numérique, tout un tas de ressources qui sont disponibles pour tous ces accompagnateurs. Mais après se pose en effet la question du jeu comme une ressource pédagogique parmi tant d'autres, sérieuse, et qui doit entrer certainement plus dans l'accompagnement ou la formation des intervenants, des accompagnateurs et des formateurs. Donc, je pense qu'on a un travail à faire, en effet, sur le jeu comme support pédagogique aussi important et intéressant que les autres, et qu'il soit enseigné, en effet, pour qu'il puisse être demain utilisé au regard de ce qu'est le métier de l'enseignant, c'est-à-dire trouver des outils de médiation pédagogique. Une remarque. Et en tout cas, dans le monde de l'entreprise, maintenant, on ne parle plus de formateurs. On parle de pédagogie, alors inversée, ça on l'emprunte à l'éducation et à l'apprentissage, mais on parle nous vraiment maintenant d'animateurs. Et on considère qu'aujourd'hui, avec les outils de communication moderne, dans une salle de formation, ce qui est contenu, nos participants y ont accès autant que les formateurs. Donc il faut être capable de descendre de notre piédestal, aller dans la salle, aller vers et faciliter les échanges. Et faire que si on prend du temps pour réunir des gens en un même endroit sur une problématique, ils apportent et ils contribuent et à notre et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu organiser ce petit travail d'échange entre vous et de réflexion et de production de questions pour organiser le débat. Et pas partir du principe qu'on était les sachants et qu'on allait vous dire à quelles questions on allait répondre. Voilà.
juste une toute petite note d'optimisme. En fait, mon petit garçon qui a 3 ans et demi, la thématique de l'année dans toute son école, c'est le jeu de société. Et pourtant, on n'est pas du tout appartenait. Mais ça vient tout doucement. Après, ça dépend beaucoup des enseignants. Il suffit qu'effectivement un enseignant ou la directrice ait une sensibilité au jeu, mais ça vient. Donc, tu as ouvert accès à ta collection de 14 000 jeux du CNJ, ça aide? Oui, tout à fait. Oui, les jeux de 1840, on les a sortis dans les petites mains des petites 3 ans et demi. D'autres questions? La problématique de formation des maîtres, des enseignants. Il y a des enseignants en anglais, en espagnol, en mathématiques, en lettres. Il n'y a pas d'enseignants du jeu. Et plus largement, la sphère dirigeante actuelle, 50, 60 ans, celle qui est au pouvoir, 65 ans, ce sont des gens qui n'ont pas joué. Parce que j'ai 50 ans, je suis le premier joueur flipper. Quand je dis joueur, c'est jeux vidéo, en effet, diplomatie, richesse du monde, risque et Monopoly, qui ont été les premiers jeux de notre sphère de années 80-90, jeux de rôle Gigax 74. Et donc, la sphère dirigeante actuelle n'a pas connaissance du bienfait du jeu pour notre société. Donc, elle peut difficilement, sauf que commence à y avoir des présidents un peu plus jeunes qui sont possiblement à l'écoute d'idées innovantes. Je dis possiblement parce que même s'ils sont un peu jeunes, ils n'ont pas nécessairement encore des conseillers qui sont jeunes et qui ont la connaissance. Et c'est là où le Centre national du jeu peut avoir un gros impact. C'est là où on peut tous avoir un impact en disant il faut changer les méthodes pédagogiques, il faut changer l'acte d'apprendre, il faut le changer en y mettant du plaisir. Parce que quand tout à l'heure vous disiez on apprend mieux, maintenant on va dans les neurosciences et quand on dégage de la dopamine, on fixe l'apprentissage. Quand on est dans l'hormone de plaisir, et donc dans le plaisir, donc il faut être dans le plaisir pour mieux apprendre. Mais ça, il faut dégager du plaisir. C'est ça le bon enseignant, c'est celui qui dégage du plaisir. Mais on n'a pas encore appris à nos structures hiérarchiques, au rectorat tout simplement, à donner des ordres en disant « faites jouer les enfants ». Moi, je voudrais tirer mon chapeau à une camarade qui s'appelle Pauline, qui est enseignante en cycle 3 depuis 2 ans. Et entre les vacances de février et la fin de l'année, avec ses 35 élèves de CM1, elle a emmené toute sa classe à Poudlard pendant 4 mois. C'est-à-dire que la porte de sa classe, c'était le quai 9 3/4. Les gamins rentraient en fonçant dans la porte. Tous les systèmes de bonus étaient gamifiés, ils gagnaient des points, ils avaient des sortilèges, ils venaient costumés. C'était du grand n'importe quoi vu de l'extérieur et elle vivait assez mal le regard de ses autres collègues qui comprenaient pas trop la révolution pédagogique qu'elle amenait dans sa classe. Mais n'empêche que tous les enfants voulaient aller avec elle. Croisons les doigts et espérons que ça se répande. J'emploie le terme d'épidémie. Il faut une pandémie. Eh bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Je vous remercie et j'espère que vous avez tous pris plaisir à participer à cette conférence qui peut-être ne ressemblait pas exactement à ce à quoi vous vous attendiez. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On espère que vous avez pu apprendre des choses, que vous en ressortirez avec une impression d'avoir un peu plus appris sur le sujet et puis que justement vous en parlerez autour de vous pour qu'il y ait de plus en plus de petits élèves qui puissent apprendre par le jeu et qu'on puisse avoir encore de grandes conférences et des adultes d'ailleurs, oui, tout à fait. Et qu'on puisse encore avoir des belles conférences les prochaines années sur le flip. Merci beaucoup à Marie et Cédric. Je vous invite... Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt au Centre national du jeu ou au flip.